Tu as entendu ou vu le dernier truc. Tu sais, Donald Trump parlait avec la presse à bord d'Air Force One, je crois. Et on lui a demandé ce qu'il pensait de la situation au Venezuela, si c'était différent de ce qui se passe au Moyen-Orient. D'une manière ou d'une autre, il disait que l'Iran devait se préparer à une attaque. Il surveille ce qui se passe en Iran. Et si, comme d'habitude, ils tuent leur propre peuple, ils comptent aller là-bas et combattre l'Iran. Est-ce qu'il va envoyer des armes? Est-ce qu'il va demander à Israël d'attaquer l'Iran? Ou est-ce qu'il va le faire lui-même? No, no, no. Israel, I believe. Non, non, non. Israël, je crois. Alors revenons sur ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine. Il y a une semaine, jour pour jour, à Mar-a-Lago, Bibi Netanyahou rencontrait Donald Trump. La veille, le dimanche, il y a eu ceci, et tu peux en parler puisque tu es en Iran, mais les commerçants du marché central ont fermé, ils ont baissé leurs rideaux. Une manifestation a commencé et elle visait l'inflation qui ravage l'Iran. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas comme si cette inflation s'était soudainement aggravée il y a une semaine. L'inflation est là depuis longtemps, depuis au moins 3 ou 4 mois, voire plus. Alors ces manifestations éclatent et elles se propagent dans tout le pays. Maintenant, certains veulent croire que c'était simplement quelque chose d'organique. Some want to believe that that was just it's organic, and what I mean by organic is that people. Et ce que j'entends par organique, c'est que des gens se sont réveillés un matin en se disant « Bon sang, j'en ai vraiment assez de ce gouvernement. Je ne peux plus vivre comme ça. Je n'en peux plus. Allons dans la rue et crions « Mort au guide suprême ». Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir, c'est qu'il y a des influences étrangères qui apportent de l'argent. On peut acheter des soutiens en disant « Hey, si tu rassembles une centaine de personnes pour aller manifester, pour descendre dans la rue et protester contre le gouvernement, voici quelques dollars américains pour toi. » Je veux dire, 100 dollars américains te donnent beaucoup de monnaie iranienne de nos jours. Donc, ces manifestations avaient lieu au moment même où Bibi Netanyahou rencontrait Trump, cherchant à obtenir son autorisation pour attaquer à nouveau l'Iran et à construire l'argument selon lequel il faut se débarrasser des missiles balistiques iraniens. Et tout au long de la semaine, alors que ces manifestations se poursuivaient, des articles ont commencé à apparaître dans les médias occidentaux, disant « Oh mon Dieu, regardez toute cette forte opposition à l'ayatollah ». Maintenant, comme nous en avions déjà parlé, tu avais noté qu'il y avait beaucoup de colère dirigée contre Pozeshkin et son gouvernement, et qu'il existe au sein de la société iranienne des éléments qui pensent que Pozeshkin a été trop conciliant envers l'Occident, non pas trop dur, mais trop conciliant. Et puis tout à coup, dans l'ouest et l'est de l'Iran, au Baloutchistan, près de la frontière pakistanaise, et du côté occidental, certains groupes apparaissent, armés, et commencent à tirer sur la police et les forces de sécurité iraniennes. Alors ces dernières ripostent. Et c'est dans ce contexte que, tu sais, Trump a déclaré « Oh oui, si vous tuez ces manifestants, nous viendrons vous chercher. » Oui, qu'est-ce que tu vas faire, Trump? Tout cela est orchestré, à mon avis. Et ce n'est pas tant orchestré pour créer des conditions en Iran qui mèneraient à l'effondrement du gouvernement, mais plutôt pour construire un récit en Occident où les gens diraient « Oui, nous devons intervenir pour soutenir le peuple iranien. » Tu vois, encore un peu de changement de régime, c'est ce qui se passe, je crois. Tu es sur place. Tu peux me dire si tu n'es pas d'accord. Mais l'un des groupes clés est l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, l'OMPI, également connue sous le nom de MEK, Moudjahidine et Khalq. Le MEK en particulier avait été désigné comme groupe terroriste par les États-Unis parce qu'il avait mené des attaques en Iran contre du personnel militaire américain par le passé. Il en a tué 2 ou 3. Ainsi,
l'OMP était considérée comme une organisation terroriste jusqu'à l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Les Américains ont alors rassemblé les membres de l'OMP et ont découvert qu'ils pouvaient l'utiliser pour attaquer l'Iran. L'OMP est devenu un atout de la CIA. Le Mossad y a également eu accès. Et des agents de l'OMP en Iran, qui ont des membres de leur famille et des amis dans leur réseau, ont participé aux assassinats d'au moins 6 scientifiques nucléaires iraniens en 2011 et 2012. Voilà ce qui se passe actuellement. L'OMPI cherche à préparer le terrain en Iran dans le cadre de cette préparation israélienne à une attaque. Et cela nous ramène au Venezuela. Cette même semaine, donc le lundi il y a une semaine, Trump rencontrait Bibi Netanyahou, les manifestations se sont étendues, et ensuite il y a eu cette tentative d'éviction de Maduro. Pourquoi? Eh bien, si vous prévoyez d'attaquer l'Iran et que vous craignez que les Iraniens ne ferment le golfe Persique, ils ont déjà menacé de le faire, mais ne l'ont pas fait. Si cela arrivait, cela couperait l'approvisionnement en pétrole. Si vous pouvez disposer d'une source alternative au Venezuela, puisque c'est le pays qui possède les plus grandes réserves exploitables au monde, je pense que c'est l'un des éléments qui entre en jeu ici. C'est pourquoi nous ne devrions pas considérer ce qui se passe au Venezuela comme séparé ou indépendant de ce qui se passe en Iran. Et en même temps, comme nous en avons parlé la semaine dernière, il y a eu cette tentative de diffuser la propagande selon laquelle le Venezuela serait devenu un refuge pour le Hezbollah et le Hamas. Donc vous voyez, tout cela est mis en scène. Jusqu'où veulent-ils aller en Amérique latine, Larry? Parce que Marco Rubio parle en ce moment de Cuba et la Colombie est en arrière-plan. Jusqu'où va ce soi-disant défenseur de la doctrine Monroe? Je veux dire, veulent-ils aller jusqu'au Brésil? Se rendre au Brésil aussi? Quelle est leur compréhension de la situation? Eh bien, clarifions d'abord ce qu'est la doctrine Monroe. La doctrine Monroe n'est pas ce qu'on en a dit, ni la façon dont elle a été interprétée. En d'autres termes, elle ne donne pas aux États-Unis le droit de contrôler cet hémisphère. Il ne s'agit pas pour nous de décider avec qui la Colombie, le Brésil ou le Pérou peuvent s'associer. Et si un groupe étranger ne nous plaît pas, alors, par Dieu, il n'a pas le droit d'entrer. Ce n'est pas du tout cela, la doctrine Monroe. Le président James Monroe, dans un discours au Congrès en 1823, appelé le 7e discours annuel, a parlé de la manière dont toutes ces puissances coloniales européennes, principalement le Portugal et l'Espagne, avaient pris des territoires dans toute la région. Ils avaient conquis des territoires dans tout l'hémisphère occidental. Les Britanniques aussi. Ils possédaient des territoires dans les Caraïbes. Et les Français à Sainte-Croix. Son argument était donc le suivant. Nous n'allons pas intervenir si l'un de ces pays européens détient un territoire ici, dans cet hémisphère. Nous n'allons pas interférer avec eux, à moins que les habitants de ce territoire ne déclarent leur indépendance, ne veuillent se libérer, alors nous interviendrons. Tout cela visait à restreindre et à limiter l'influence des puissances coloniales européennes dans l'hémisphère occidental. Et c'était précisément, comme Monroe l'a expliqué, une question de non-ingérence. Les États-Unis n'allaient pas intervenir. Par exemple, le Mexique était une colonie de l'Espagne, et les États-Unis n'ont pas intervenu militairement au Mexique pour en chasser les Espagnols. Les Mexicains l'ont fait eux-mêmes en 1810. Mais 36 ans plus tard, les États-Unis, en violation de la doctrine Monroe, ont provoqué une guerre avec le Mexique, au cours de laquelle nous avons pris le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et une partie de la Californie aux Mexicains. Car auparavant, c'était un territoire mexicain. Ainsi, la manière dont la doctrine Monroe est aujourd'hui interprétée
revient à faire des États-Unis l'arbitre final pour décider quels pays étrangers peuvent entretenir des relations avec les nations d'Amérique latine. Ils vont donc utiliser la relation du Brésil avec la Chine et la Russie à travers les BRICS pour cibler le Brésil. Mais cela se fera par des canaux de renseignement. Ce ne sera pas ouvertement militaire. Les États-Unis n'ont pas la capacité militaire, malgré, tu sais, Trump, qui se vante de notre grandeur et de notre puissance. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre militairement d'entrer en conflit avec les Mexicains, les Colombiens ou les Brésiliens. Et tu vois, même dans le cas du Venezuela, apparemment, nous n'avons pas de troupes sur le terrain. Nous avons mené une frappe chirurgicale, tué quelques gardes du corps, et nous nous sommes tirés de là. En réalité, il se moquait de la Russie. Il a dit « Regardez ce que nous avons fait au Venezuela. La Russie se bat contre les Ukrainiens depuis 4 ans. Ils n'ont rien accompli. Regardez comme nous sommes puissants. Regardez la Russie. C'est incroyable. » Oui, et regardez les États-Unis. Les États-Unis ont déversé tout cet armement soi-disant extraordinaire qui devait changer le monde, et cela a échoué. Ce que Trump a fait ici, je pense, a enfin réveillé les Russes et les Chinois au fait que les États-Unis sont fous. Ils ont affaire à quelqu'un de cliniquement dérangé, qui ne pense pas de manière rationnelle et qui n'est certainement pas intéressé par la construction d'un monde meilleur, mais par la domination du monde pour nos propres intérêts. Je pense que cela va entraîner un changement fondamental de la part de la Russie dans son ton vis-à-vis de Trump. Ce n'est pas seulement cela. Il y a aussi la tentative ratée d'assassiner Poutine il y a une semaine. Si vous considérez ces événements comme des incidents séparés, vous faites une erreur. If you look at these as like separate incidents, you're making a mistake. I think this is part of an integrated strategy. Je pense que ça fait partie d'une stratégie intégrée, quoique à courte vue, visant à mettre la Russie en garde, à mettre la Chine en garde, dans un contexte où les États-Unis cherchent à conserver leur position dominante dans le monde de la finance internationale. Et vous savez, Maduro, dans ce cas, n'est qu'un agneau sacrificiel. Encore une fois, je ne dis pas que c'était un type formidable, un grand démocrate, ou qu'il a vraiment amélioré la vie de son peuple. Mais, vous savez, nous aimons toujours inventer le côté du méchant. On crée ce méchant. Par Dieu, il est pire qu'Hitler. Et ensuite, cela justifie qu'on l'élimine. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je veux dire, nous l'avons fait avec Manuel Noriega, avec Muammar Kadhafi, avec Saddam Hussein, avec Milosevic dans l'ex-Yougoslavie. Vous savez, c'est vraiment cette mentalité hollywoodienne des affaires étrangères. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Hollywood pour présenter une idée de film ou de série télé, l'une des toutes premières questions que les dirigeants des studios poseront sera « Alors, qui est le méchant? Qui est le méchant? Il faut un méchant. » Et donc, vous savez, on crée toujours ces méchants et on s'assure que oui, le problème du Venezuela, c'est Maduro. Avant lui, c'était Chavez. Tandis qu'avec la Russie, oh, Poutine. Bon sang. Si seulement on se débarrassait de Poutine, par Dieu, tout irait mieux. Et c'est comme, vous plaisantez? Sérieusement? Vous pensez que ce qui attend dans les coulisses, si Poutine disparaît, sera plus conciliant et plus faible que Poutine? C'est insensé. Oui, on dirait que l'Occident a un instinct de mort et agit d'une manière qui pourrait être potentiellement dévastatrice pour l'Occident, en particulier pour les États-Unis. For the West, particularly the United States. Je pense que le point essentiel avec l'administration Trump, c'est l'énergie. Ils essayent d'une certaine manière de dominer le marché par ce type de manœuvre. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. En Iran, c'est le même état d'esprit. Des attaques contre des pétroliers, des attaques contre les infrastructures en Russie. Ils veulent d'une façon ou d'une autre gérer la situation par l'énergie, par le pétrole.
Mais même là, il y a eu une attaque, Larry, contre l'oléoduc Chine-Myanmar. Maintenant, quand on rassemble toutes ces données, on voit que la politique est celle des néoconservateurs, mais à travers le prisme de l'administration Trump. Oui, exactement. Et je ne vois pas la Russie et la Chine, ni même la direction iranienne, être assez naïves pour ne pas comprendre ce qui se passe avec cette stratégie de la part de l'administration Trump. Parce qu'au fond, tout tourne autour de la même chose. On peut trouver, vous savez, des voies différentes, des types de stratégies différents, mais l'objectif principal reste le même. Well, I think Russia and China. Eh bien, je pense que la Russie et la Chine ont toutes deux essayé d'éviter une confrontation avec les États-Unis. Et les États-Unis ne cessent de créer des raisons pour qu'elle ait lieu. Dans ce pays, nous avons eu la chance d'être protégés par notre isolement géographique. Je veux dire, nous avons le Mexique au sud et le Canada au nord, mais aucun ne représente une menace militaire pour nous. Tout autre pays qui voudrait nous attaquer devrait projeter sa force à travers l'océan. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire exactement le contraire. Utiliser notre puissance militaire partout dans le monde au détriment d'autres pays afin d'en tirer profit. Et nous nous en sommes sortis ainsi tout au long du XXe siècle. And we've gotten away with it throughout the 20th century. I mean, really, the last sort Je veux dire, vraiment, la dernière sorte d'escarmouche le long de la frontière sud remonte à Pancho Villa, en 1918 ou 1919. À part cela, les États-Unis n'ont jamais été confrontés à une menace sur leur propre sol, et nous n'avons jamais vraiment payé le moindre prix. Nous n'avons pas vu nos villes brûlées. Nous n'avons pas vu nos quartiers rasés, comme ce qui est arrivé au peuple de Gaza, ou comme ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, la guerre que nous avons provoquée avec les Russes se déroule à travers l'Ukraine. Un de ces jours, je crains que la guerre ne finisse par atteindre les États-Unis. Et une fois que le peuple américain commencera à souffrir de cette manière, ce n'est qu'à ce moment-là que les États-Unis commenceront à changer leurs habitudes. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si l'on pouvait adopter le comportement le plus risqué possible. Et tant qu'on n'en subit pas les conséquences négatives, on continue. On a même une incitation à continuer. Et c'est ce que nous voyons en Occident, en particulier aux États-Unis. Vous savez, nous n'avons payé aucun véritable prix en termes de sang pour nos guerres, comme au Vietnam. Oui, bien sûr, 58 000 morts. On érige un mur, on pleure dessus. Mais 58 000, ce n'est rien. Autant de personnes meurent chaque année dans des accidents de voiture, d'accord? Et ces 58 000 morts se sont étalés sur, disons, 20 ans. Ce n'est donc pas une grande perte. De même, pour l'Afghanistan et l'Irak, je crois que le total des soldats américains morts dans ces deux guerres s'élève à environ 4 500, peut-être 5 000. Sur 21 années en Afghanistan, ce n'est rien. Donc, vous voyez, la guerre a été une activité rentable aux États-Unis. Elle a rendu certaines personnes très riches. Pourquoi y mettre fin? Voilà comment ils perçoivent tout cela. Ces guerres, déclencher une guerre contre le Venezuela, contre la Russie, ne sont qu'un moyen de gagner plus d'argent. Les États-Unis vont-ils parvenir à leurs objectifs en écartant Maduro du pouvoir au Venezuela? Est-ce que cela a fonctionné quelque part? Je veux dire, vous savez, c'était l'idée. Hey, si on se débarrasse de Mossadegh, on aura le contrôle de l'Iran et tout ira pour le mieux. Comment ça s'est terminé? Vous avez eu l'ayatollah Khomeini. Donc vous savez, l'Irak s'est débarrassé de Saddam. Nous nous sommes débarrassés de Saddam Hussein. C'était censé tout changer comme par magie. Au Panama, ils se sont débarrassés de Manuel Noriega. Mais Noriega remplacé par des gouvernements corrompus impliqués dans le trafic de drogue et d'autres affaires. Donc, cette ingérence extérieure visant à modifier le cours des politiques dans ces pays en particulier, je ne la vois pas.
Il n'y a pas un seul exemple que l'on puisse citer où cela a réellement réussi. Ou bien les soi-disant succès, comme le Vietnam, ne se sont pas bien terminés à cause de l'intervention des États-Unis, mais en réaction à celle-ci. Ils sont devenus riches, mais ce n'est pas la politique américaine qui les a rendus riches. C'est le fait d'avoir vaincu les États-Unis, puis d'avoir pu exercer une certaine autodétermination. C'est ainsi qu'ils sont devenus riches.